Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous une fois de plus. Nous sommes le 4 décembre. Dans 20 jours, vous savez ce que ça va être. Ce matin, ce midi, on va recevoir dans un instant Diolo. Il ne sera pas en direct, mais on va voir le petit film qu'il nous a proposé. On devrait recevoir Madame Catherine Douville. Elle est déjà là, directrice adjointe du recrutement, du développement international du Cégep, Swazingam. On parlera avec elle. Plus tard, Sandrine Faoudja, Didier Dali et Corinne Gervelas vont nous parler de ces journées de solidarité, de cohésion sociale qui sont organisées, de l'inclusion qui sont organisées au World Trade Center à partir de demain. Un peu plus tard, Olivier Marbeuf et Iman Choudan et Yasmine Harissik vont terminer le ZCL de ce jour-là. Sinon, l'actualité, on parlera du dernier conseil des ministres, municipal des Abîmes, ils ne sont pas encore ministres. La conférence en terre de fête avec Nicolas Hatchi qui était sur place. On parlera aussi, si on a le temps, de l'inauguration de la base nautique de Petit-Bout. C'est aussi important parce qu'il y avait une base nautique à Basse-Terre, mais il y a une désormais à Petit-Bout. Et le président Guy Losbar, on va en parler. On ira faire un petit tour à Paris. Il y avait la fête Cannes. Maurice Cessier, notre confrère et collègue qui se trouve à Paris en direct, sera avec nous. Et puis, on fera un petit reportage aussi sur le logement outre-mer. Mais avant, on va faire un petit tour, on va faire un petit rappel de ce qui se passe en ce moment en France. Et c'est notre, comme vous le savez, quelquefois un petit hors-sujet, puis c'est un sujet qui n'est pas dans les sujets du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, vous le savez, le gouvernement français est en train de vivre ses dernières heures, puisque à l'Assemblée nationale française, le RN, le Rassemblement national, mais aussi la gauche, globalement, a décidé de dissoudre le gouvernement, pratiquement, puisque vous le savez, au mois de juin dernier, c'est Macron qui avait dissous l'Assemblée nationale française, mais cette fois-ci, sur le budget globalement de la France, sur les mesures qui sont prises, il n'y a pas eu d'accord entre Marine Le Pen et le Premier ministre Michel Barnier, et donc le gouvernement baounais vit ses dernières secondes. Au moment même où je vous parle, il est exactement en France déjà à 18 heures. Tout le monde est déjà en piste. On a entendu tout à l'heure Marine Le Pen faire son point. Elle a même parlé des pays comme la Guadeloupe, la Martinique, surtout de la Guadeloupe, sur la vie chère et sur les problèmes de l'eau, puisqu'elle disait que le gouvernement français n'a rien fait de concret sur ces problématiques. Et puis la gauche a réaffirmé sa décision avec Mélenchon, les filles, de maintenir la pression et de déstabiliser complètement, de détruire, on peut dire, de casser le gouvernement qui se trouve en ce moment. Alors, comment va-t-il se passer en France? Alors, on a vu hier le président français qui se trouvait en Arabie dire oui, il ne prenait pas ça très au sérieux. Il pensait que les gens qui veulent cette motion de censure allaient peut-être rétro-pédaler, mais finalement, tout est maintenu et donc le gouvernement va disparaître. Alors, je disais, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer autre chose, c'est que Macron va être obligé de nommer un autre Premier ministre. Alors, il y avait une possibilité que ce soit Barnier bis, probablement pas. Est-ce que ce sera Rutailleau? Est-ce que ce sera Darmanin? En tout cas, Macron prendra probablement un nouveau Premier ministre de droite, mais la situation ne va pas se régler. Pourquoi elle ne va pas se régler? Parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est ingérable pour le gouvernement, pour Macron. Donc, même s'il change de Premier ministre aujourd'hui, à moins qu'il prenne au Premier ministre dans le camp du Rassemblement national ou alors du camp de la gauche, mais ça m'étonnerait aussi, ça vous étonnerait aussi. Donc, il risque de prendre encore un macroniste ou quelqu'un de sa circonférence et ça ne changera pas grand-chose. Donc ça veut dire que la France est partie pour une période de chaos pendant la période de Noël jusqu'au moins au mois de juillet. Alors au mois de juillet, on risque effectivement d'avoir une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale française, donc de nouveau vote des députés. Je signale en passant que le député guadeloupéen Max Mathiasien a dit qu'il refusait de voter la motion de censure, mais ça c'est problème. Et puis français qui c'est français là, il faut visiblement.
Et donc, on rentre dans une période d'incertitude. Et au niveau budget, au niveau de l'argent, des fonctionnaires, il y aura quelques difficultés. Mais ne soyons pas pessimistes. La France a quand même les moyens, même si il n'y a pas de Premier ministre, même si le budget n'est pas voté, de tenir la rampe encore quelques mois. Et donc, voilà un petit peu la situation, ce qu'on voulait dire. Voilà, c'est fini sur ça. Probablement à la fin du ZCL, il sera 14h en Guadeloupe, 20h en France. Le gouvernement sera probablement déjà tombé. Et nous y reviendrons si nécessaire avec Maurice Cessé en direct de l'Assemblée nationale française, puisqu'il nous avait demandé pour la possibilité de faire un point. Pour l'heure, nous revenons à l'actualité. L'actualité chez nous, c'est la chronique de Diolo, comme tous les 15 jours, le mercredi. On va le retrouver, non pas en direct cette fois-ci, mais avec un enregistrement. C'est parti. Beauté, bien bonjour, zo Adam Edamiso Evedjolo, Adam ZCL. Alors, question à jeu de là, c'est pour qui moun ka mette Guirlande à six sapins annuel là? Oui, c'est une belle question. Nous j'ai parlé de ça en premier coup, mais nous avons fait un petit virer songer pour ça bien permettre nous comprendre dans quelle situation qu'il tient en nous qu'à trouver. Si nous pouvons parler d'Yves Guirlande, nous obligés à parler de questions à tradition à ancêtres en nous et parler de questions à serpent là, un serpent qui cavine comme ancêtres. À dans tradition à ancêtres en nous, et bien nous on nous compte qui chaque fois il a raconté qui Jean on peut créer, et bien toujours ni en premiers ancêtres qui jambé en pont qui jambé en rivière, soit assis en morceau bois, soit assis en crocodile, soit assis en serpent, et soit assis arc-en-ciel là lui-même. Vous savez bien qu'il y a Kazando, et bien arc-en-ciel, c'est ni en place, nous cabaye. Et bien, serpent là ça, arc-en-ciel justement, et bien, il a fait nous songer bête là ça qui n'y plaisir couler. Serpent là ça, qui n'y plaisir couler. Et donc, il a dit, eh bien, c'est premier création à la divinité, à dans tradition par exemple, à les Balouba. Les Balouba qui parlé en langue yoka qui est Chiluba. Et dans le livre là ça, qui M. Thiago Fouch et Henry Morlingen t'ont fait paraître, à six témoignages, je prends à ces sages Balouba là en pays Congo, en commencement 20e siècle, eh bien, il y a bon l'idée à qui Jean Congo t'es qu'à voir, qui Jean le monde paraît, spiritualité à yo, et qui rôle yo t'es qu'à bas serpent là ça. En cas bas autre texte là. Cependant, sachez qu'au début de l'époque que l'on nomme parmi les initiés saison sèche de la création, durant laquelle Maui Janandila, qui veut dire c'est conseil qu'a crié bondier en langue Balouba, à casser en Chiluba, créa toutes les aînés des créatures et il avait créé un être, leurs aînés à toutes. Et il l'avait placé à leur tête en qualité de grand seigneur à toutes. Il avait investi de la grande seigneurie sur tous les animaux ayant droit de regard et pouvoir sur tous leurs seigneurs particuliers, sur ceux des animaux de l'air, sur ceux des animaux de l'eau, sur ceux des animaux de la terre qui marchent sur le sol. Ce faisant, il avait nommé de son nom de seigneurie d'un titre que nos ancêtres se transmettaient très secrètement et qui, de même que son histoire, n'est demeurée que dans le souvenir de quelques-uns. Son nom, dit-on, était Kongoloka Mukanda, qui signifie, disent les uns, l'ordonnateur de la loi, ou disent les autres, la spirale de la loi. Pour nous, nous appelons l'arc-en-ciel de deux mots, où se trouve ce nom de Kongolo, mais dans le sens d'une chose rougeâtre, Mwanza Kongolo, rayé rougeâtre, et l'on saura plus loin en quoi ce seigneur de jadis, Kongolo Kamukanda, concerne l'arc-en-ciel et le serpent. Donc, ça c'est un texte nous prend dans une Bible noire, Cosmogonie Bantou. Mais savent qui ça c'était Kali Congo, mais serpent là ça a joué un rôle dans
toute spiritualité et toute science à l'Afrique. Par exemple, à ces Égyptiens là, il y a un nom Apophis. En fait, Apophis c'est un nom, c'est grec là bas. Mais ils ont ni en bâton qui apparaît et ils ont aussi qui y a un serpent. Et bon, si nous regardons des images, eh bien, nous voyons par exemple qui ces Égyptiens-là, eh bien, serpent-là, ça a joué un rôle aussi. Nous ne pouvons pas rentrer dans trop de détails, mais ça qui a joué un rôle. Bon, après ça, si nous regardons, nous voyons aussi qui serpent-là, ça, c'est ça qui a créé un ouroboros. Donc, voyons un serpent qui a mangé Kéal. Ça veut dire c'est rite à l'éternité, puisque la vie, c'est cycle qui a toujours recommencé. Et pour qui a choisi ce serpent-là, eh bien, c'est que ce serpent-là qui a changé pour tout le temps, ce serpent-là toujours qui a changé pour, ça veut dire qu'il reprend force à Adam même. Si nous regardons, nous pouvons voir encore à gauche, on autre gens qui a représenté ce serpent-là, ça, mais à droite, vous voyez que c'est même serpent-là, ça, qui a trouvé Adam question à fécondité, aussi Adam question à vaudou. On d'autres images qui fait autres voir qui image là ça à serpent là qui a modé qui est là, c'est pas un bitin l'homme inventé, c'est un bitin commencé par garder Adam Natila même. Dans notre genre yoka ou présenté Ouroboros là dit autres là, c'est un serpent qui a un grand quai. Hein, si vous regardez à gauche, donc vous voyez que c'est comme ça, c'est égyptien là qui est représenté et à droite, Zoni, en représentation à même serpent là, mais à dans vaudou. Et en disant comme ça, que tout ça, c'est tradition à ancêtres en nous. Donc, à voir, il y en a là qu'a fait. Regardez là, l'Égypte y est ni 4500 ans, et regardez là, Haïti, à dans spiritualité y est, donc à voir distance là, et pourtant, c'est le même concept là qui capotait tout ça. Ils n'ont pas même voir ailleurs. Regardez ça. Zo vwe serpent là, il a crié d'amba là, ouais, do là, il a représenté à gauche et vont vers qui a représenté un serpent, mais des jumeaux serpents. Eh bien, regardez bien qu'il y a dans la langue africaine, eh bien, c'est non à caoutchouc là. Et donc, ndama, c'est non à caoutchouc là. Konzime ndama, ça veut dire caoutchouc. Bassa ndam, caoutchouc. Bikele ndamba, qui veut dire caoutchouc. Pour qui bitin? Parce qu'il d'amba là, ça veut dire, c'est un loi serpent. Hein, c'est comme ça, on loi c'est en divinité, son l'esprit ancêtre, et qui veut dire tala qui molle là, tala qui lionné là, tala qui souple là. Donc, dam qui veut dire serpent, dam bas là, ça veut dire tala qui molle là, tala qui souple là. Donc, c'est qu'on voit qu'il nous toujours dans le même mythe là, qui nous a qu'à Congo, qui nous en Égypte, qui nous pas bon Haïti, en Caraïbes là. Et donc, en Chiluba, il y a dit Congo loka mukanda. Mais à Kazanou, nous connaissons aussi d'autres noms, Congolio, parce qu'il a, vous voyez, dans la langue Congo, vous avez trouvé aussi Congolio, Kungulu, Kulu, et nous savons que ça a déjà fait nous songer qui Jean nous a créé en Tibet à Kazanou. Après ça, ben, on va être plus loin, pour voir notre petit morceau à texte là, on montre les autres là. Et quant au serpent, Maui Djanangila ne les créa pas à cette époque, car il ne métamorphosa l'ordonnateur de la loi sous la forme du serpent d'eau Mwazambala et de sa femelle Kangi que lorsque ce Congolo Kamukanda se fut révolté et fut réprouvé. Et en Ougandais, pour dire que Congolo, eh c'est non à arc-en-ciel là, mais à Kazanou, c'est non à ça nous a crié Kokolo, Congolio, Congolio, Kokolo. Et c'est rite aussi à Renaissance. Et Renaissance, c'est transmettre la vie. C'est pour qui vite qui mot Kokolo, il y a une relation aussi avec question à relations sexuelles et reproduction. Et par exemple, à Haïti, eh ben, nous savons qu'il y a une loi, il y a crié Wongolo. Il juste n'y a chanté, qui caille éveil. Wongolo, wale, qu'il est wavili, ouais, encore, wale, il est wavili, ouais, encore, tant changé, qu'il est wavili, ouais, encore, wale. C'est toujours même mythe là. Et il y a représenté Yvon Vévé qui est spécial. Et il y a dit que c'est Wongolo, c'est une loi qui c'est un serpent et un serpent qui nie 7 couleurs. Donc, vous voyez, ça a apporté précision. Eh bien, nous pouvons demander, mais pour qui bitait, nous pas retrouver ça d'autre côté? Et oui, en christianisme, là même, il reprend même l'idée là. Parce que les Oka, vous voyez, il a représenté
Adam en icône par rapport, c'est l'église d'Orient là, hein, c'est l'église orthodoxe là, donc on voit qu'il y aura représenté le personnage là, il y aura créé Jésus-Christ là, cisé si on l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il y aura présenté comme premier ancêtre à spiritualité là ça. Il y a six l'arc-en-ciel là, ça veut dire que c'est lui qui fondait, c'est lui qui met, c'est lui qui fondatait Adam, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y avait tradition en nous, ça a servi nous pour lire toute qualité vitae. Donc, là, nous arrivons à ces questions annuelles, eh bien, questions annuelles, nous pouvons demander, nous, qui relation tout ça peut ni avec Noël, puisque Noël sont rite à naissance. C'est, faut comprendre ça, en lien avec le calendrier là, en question à la vie qui presque est mort, mais qui a commencé à vivre le 25 décembre. Eh bien, rite là, ça, nous savons que c'est un rite à fécondité et naissance, eh bien, qui j'en serpent là, il a symbolisé, eh bien, c'est ça qu'on a créé Guirlande là. Et Guirlande là, eh bien, on a retrouvé en disant qu'à décorer ça là. Et c'est pour qu'il y ait zone Guirlande à plusieurs couleurs. Ici, la zone D, mais à Sion sapin, zone bleu, zone vert, zone jaune, zone rouge, zone tout ça, puisque c'est couleur à serpent arc-en-ciel là. Donc, on a vu qu'il y a une seule humanité à la terre. Quelle que soit couleur pour nous, mais nous avons même humanité et nous tous allons chercher de l'eau même malade. Qui veut dire tout le monde inspiré, dit ça, ancêtres a ni longtemps été fait en Afrique et yo adapté par rapport à là yo ka vivre et par rapport à la réalité à eux. Donc, si nous avons conscience qu'il nous sont rite à fécondité ou naissance, ça veut dire qu'il y a cas en nous, nous pour étudier tout ça qui Adam met ses l'habitude dans nous pour nous comprendre sans ça yo. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rendez-vous le 22 décembre à 7h de soir. Le 22 décembre à 7h de soir, nous avons fait un coup d'yeux à si messe et l'habitude de nous à l'entour à Noël. Thème là, c'est la nativité d'Osiris, source africaine du Noël Bocase. La nativité d'Osiris, source africaine du Noël Bocase. Alors, c'est une conférence à 6 Zoom. Donc, chaque monde qui peut à casa yo, 6 devant écran à yo, pour regarder et pour comprendre à goût à kaya yo. Donc, juste peut prendre un petit cahier, elles vont point bic pour marquer ça qui a intéressé les autres, à dans ça nous avons étudié, symbolique à tout ça nous avons fait à dans Noël en nous Bocase, et bien nous avons cherché à comprendre qui y en a tout ça dit. Nous avons dit bien merci et nous avons dit autres à lundi prochain. Voilà, le rendez-vous est pris donc le 22, ça, 2 jours avant Noël. Mais pour l'heure, on va revenir à la réalité du quotidien, puisque le Forum pour la formation professionnelle de l'enseignement supérieur technique et la mobilité au Québec est en route. Et justement, on reçoit aujourd'hui Madame Catherine Douville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes ici pour essayer d'expliquer aux gens comment s'organiser pour ce forum? Oui, en fait, qu'est-ce qui nous a amenés ici? C'est pour faire la promotion des études supérieures au Québec. Oui. On est vraiment ici avec notre partenaire, PASS 21, qui est une OBNL basée ici en Guadeloupe, mais qui a aussi là, des bureaux au Québec. Donc, on fait une petite tournée là, pour pouvoir rencontrer les différents élèves et parler de la poursuite d'études là, au Québec, dans nos établissements. Alors, comment ça s'organise ici? Vous allez voir les élèves, vous les rassembler, vous leur expliquer un peu qu'au Québec, il n'y a pas que le froid? Il y a effectivement beaucoup plus que le froid au Québec. Entre autres, on est vraiment reconnu pour la qualité là, de nos formations au niveau supérieur, au niveau cégep. Déjà, peut-être que je peux commencer en vous expliquant c'est quoi un cégep au Québec. On est vraiment le premier niveau d'enseignement supérieur. Donc, vraiment, les étudiants, après avoir complété, on va dire ici, le niveau première ou encore l'épreuve du bac, peuvent poursuivre là, au Québec dans différentes filières techniques, dans différents champs d'expertise. Donc, nous, on est vraiment ici. On a différentes activités qui sont prévues. On en a déjà fait quelques-unes. On a rencontré des lycées. On a été aussi à la maison rurale des familles là, pour aller vraiment au-devant des étudiants. Donc, c'est vraiment un beau moment d'échange pour présenter, oui, nos programmes d'études, le Québec et principalement notre région de la Mauricie. Je crois que vous connaissiez bien
aussi Trois-Rivières, Mauricie. Oui. Donc, en Mauricie, on a différentes villes où on offre des formations. Donc, Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque. Quelles sont les différences entre l'enseignement au Québec et l'enseignement dans le système français? Oui, il y a une des choses qui est vraiment distinctive qu'on entend beaucoup du côté là, des étudiants, c'est vraiment l'aspect pratique de nos formations. Donc oui, il y a des cours magistraux, on n'y échappe pas, tout le volet vraiment plus... comment on pourrait dire ça, le volet de transmission de connaissances, mais c'est vraiment nos laboratoires à la fine pointe de la technologie. Il y a beaucoup de stages également dans nos programmes. Certains ont même l'alternance travail-études. Donc, ça permet vraiment là, de pouvoir pratiquer qu'est-ce qu'on voit dans les cours. Et l'autre chose qui est très importante, je vous dirais, c'est tout l'accompagnement qui est offert. Donc, pour nous, au Québec, on encourage vraiment les étudiants à poser beaucoup de questions. Donc, on voit même ça vraiment comme un certain signe d'intelligence de poser énormément de questions. La relation avec les enseignants est très horizontale également et on offre vraiment un accompagnement individualisé pour permettre là, vraiment la réussite. C'est vraiment notre objectif là, au niveau de nos établissements. Donc, tant au niveau des services adaptés que des services psychosociaux, que tout le volet de l'accueil et l'accompagnement là, qu'on peut offrir aux différents étudiants. Alors, quand un étudiant de la Guadeloupe veut aller là-bas, oui. En termes d'immigration, comment ça se passe? Parce que j'ai compris que les robinets de l'immigration étaient fermés en ce moment au Canada. Oui, c'est vraiment une dimension politique. Là. Je ne vais pas m'étendre trop à ce niveau-là. Mais il y a encore des possibilités là, pour venir étudier au Québec, assurément. Il y a tout un processus là, qui est en place. La première chose, finalement, c'est de choisir un établissement qui nous convient, un programme qui nous convient, faire une demande d'admission et ensuite, on peut obtenir là, les différentes autorisations qui sont requises au niveau provincial et au niveau fédéral. Je vous dirais que dans nos différents établissements, on a aussi des conseillers réglementés en immigration pour les étudiants étrangers. Donc, ça permet vraiment de donner du conseil pour faciliter l'accompagnement des étudiants. Oui. Et PASS 21, notre partenaire, est là aussi pour, sans conseiller, mais vraiment guider là, les étudiants dans les différentes démarches. Oui. Donc, on va organiser des webinaires à ce niveau-là. Je vous dirais que pour les candidats français, en termes d'obtention aussi d'autorisation d'études, ça se passe bien. Quand l'étudiant a terminé sa formation, oui. Son retour, c'est possible? C'est absolument possible ici. Je vous dirais qu'il y a des professions où la concordance est quand même assez directe. Une profession au Québec va être la même ici. Il y a certaines professions, entre autres au niveau de la santé, où ça va être un petit peu plus réglementé, où il y a des ordres professionnels, par exemple des associations, où là, parfois, il va y avoir certains cours qui vont devoir être suivis. Mais il y a vraiment un site où on peut voir vraiment toutes les correspondances là, entre les différents programmes. Alors, quels élèves de quelle classe en Guadeloupe sont concernés par ce dispositif? En fait, le niveau de l'admissibilité pour venir faire des études au Québec, c'est vraiment d'avoir une première qui va être complétée. Mais c'est sûr que nous, on dit toujours aux étudiants qu'on rencontre, bien, c'est bien de faire votre terminale, de réaliser votre épreuve du bac et ensuite de pouvoir poursuivre. Donc, vous avez vraiment un diplôme aussi français là, selon vos plans de vie. Oui. Mais dans les faits, ça prend une première complétée. Alors, l'autre question qui se pose aussi, c'est la question du logement, de l'accueil des étudiants. Comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que notre partenaire, PASS 21, quand je vous disais qu'il était bien établi aussi dans la région, on fait l'acquisition aussi de logements. Donc, c'est vraiment un programme super intéressant parce que les étudiants sont vraiment accompagnés de A à Z. Là, on est vraiment plus dans la phase d'orientation, on va dire ça comme ça. Et ensuite, toute la phase préparation pré-départ au projet de vie. Et sur place, il y a vraiment là, de l'hébergement là, pour les étudiants. Et chacun de nos différents établissements, parce qu'ici, je suis avec 2 autres collègues de Cégep, le Collège La Flèche, Cégep de Trois-Rivières et également la formation professionnelle. Certains d'entre nous ont aussi des résidences là, directement sur le campus. Alors, c'est au du samedi, c'est ça? Oui, en fait, samedi, il y a vraiment le forum des familles qui va se dérouler à la médiathèque du Moule. Donc, c'est vraiment un beau moment pour les étudiants pour venir accompagner d'amis et de familles pour en apprendre plus là, sur la poursuite d'études au Québec. Oui. En présentation des partenaires, j'imagine, et puis le public pourra poser des questions aussi? Absolument, c'est vraiment un moment d'échange. C'est ça qu'on souhaite, de pouvoir aller plus loin avec chacun des étudiants. Donc, chaque étudiant qu'on a rencontré, par exemple, dans les lycées, on les a invités également à venir nous rencontrer dans ce forum-là pour pouvoir aller plus loin et vraiment creuser quel programme pourrait peut-être convenir et répondre à l'ensemble des questions au niveau de l'accompagnement. Bien. Mais écoutez, Mme Douville, on prend le rendez-vous. Oui. Et puis c'est samedi, vous avez dit, à partir de quelle heure? À partir de 9h. De 9h? Oui. La médiathèque du Moule, c'est ça? Exactement. Bien. Ben, écoutez, merci. Merci beaucoup à vous. Welcome. Et puis,
quand vous allez au moule, vous savez, il y a un endroit ici qui s'appelle Louville, à Sainte-Anne. C'est vrai? Oui. Ah, j'irai prendre une photo. Oui, il y a une section qui s'appelle Louville. Ah. C'est après le moule, il faut de l'autre côté, une section qui s'appelle Louville, comme vous. Ah, j'irai voir ça. Qui sait, c'est peut-être mes ancêtres. Sans doute. Voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Sandrine Faoudja, Didier Dali et Corinne Gervela. C'est tout de suite après la pause. Déjà 13h et combien 3 minutes. Dans un instant, on va recevoir Dali. Bonjour. Bien, bonjour. Madame Sandrine Faoudia, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Ketselno, bonjour. Bonjour. Et on attend Madame Gervelas. Je pense qu'elle doit être pas loin. Pour l'instant, on va revenir au dernier conseil municipal des Abîmes. C'est une commune que Dali connaît très bien. Bien sûr. Il connaît très bien le conseil municipal des Abîmes aussi. Reportage sur l'N5, c'est parti. Aujourd'hui, lors du conseil municipal, j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs projets, dont l'implantation d'un futur centre social sur le territoire de Boiripo. Il faut savoir qu'à ce jour, la ville possède 5 centres sociaux municipaux sur son territoire, qui passent de Chazot, implanté à Chazot, Petit Pérou, Rézé, Grand Camp et La Croix. Et aujourd'hui, le conseil municipal a validé pour l'implantation d'un nouveau centre social sur le territoire de Boiripo, bien évidemment avec son partenaire CAF, pour pouvoir implanter ce centre social, avec aussi un partenaire très important qui est un bailleur social, qui est la SIG. Depuis 2008, nous avons augmenté de 20 millions à peu près le budget consacré au personnel communal. On était à peu près à 40 millions, on est à peu près aujourd'hui à 60 millions. C'est énorme, mais il faut aussi qu'on pense aux autres solidarités, être solidaire vis-à-vis de nos besoins sociaux, des besoins de sécurité, la police municipale, nos besoins en termes de la caisse des écoles pour mieux nourrir, accompagner, encadrer nos enfants pendant les périodes d'interclasse, le monde sportif, le monde associatif, le monde culturel qui participe de la cohésion sociale. Il faut penser à eux. Donc je demanderai au personnel communal de s'investir au-delà de leurs obligations professionnelles dans tous ces tissus qui sont latents, de sorte que nous puissions être à l'ordre de nos responsabilités et que le personnel communal donne l'exemple de ce que nous attendons un peu des pouvoirs publics au niveau de la ville des Abîmes. À travers différentes activités qu'on propose à la population, des randonnées, des échanges, des ateliers, il y a pléthore de manifestations et d'activités qui sont mises en place à travers les centres sociaux et aussi le secteur associatif, parce que nous avons nos centres sociaux, mais il y a aussi les acteurs associatifs qui font un travail formidable sur le terrain, et tout ce lien se fait vraiment en partenariat. La ville, bien évidemment, les associations, et aussi on a d'autres accompagnateurs qui est Cap Excellence, qui nous permet vraiment de coordonner toutes nos actions sur l'ensemble du territoire abîmien. Voilà, on va rapidement faire un petit tour à Paris au Fête Cannes, puisqu'on a célébré l'autre jour et proposé l'ouvrage qui a gagné le concours cette année. Et c'est le reportage de Maurice Cessé qui se trouve à Paris. C'est parti. Littéraire Fête Cannes Maryse Condé, année 2024, la catégorie recherche est attribuée à Bruno Maillard pour son ouvrage La vie des esclaves en prison, édité par Plomb. Le prix littéraire Fête Cannes Maryse Condé de la mémoire 2024, mon cher José, est attribué à Madame Baïta Umbiri Mérès pour son ouvrage Le Convoi. Alors, José Pantoscope, le président du CIFORDOM, pour cette 21e édition du prix Fête Cannes Maryse Condé. Un grand moment, puisque Maryse Condé nous a quittés pour cette édition 2024. José Pantoscope. C'est un moment de forte émotion et en même temps de satisfaction d'avoir pu porter ce prix pendant si longtemps. Un prix qui, au départ, laissait penser qu'il ne durait qu'un an. Donc nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette longévité du prix à Maryse Condé. Et je voudrais remercier les personnes qui ont participé à la création du prix. Je l'ai d'ailleurs indiqué ce matin. J'aime citer mon ami Yves Le Tourneur, j'aime citer Marcel de Rigny et j'aime citer Jeanne Fayard, qui sont les personnes qui, à mes côtés, au début, ont pensé l'organisation de ce prix. Et l'autre satisfaction que nous avons, c'est la très forte participation des établissements scolaires, parce que nous croyons beaucoup à l'éducation. Nous voulons changer les mentalités. Ce prix est destiné aussi à faire lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme.
Et ce prix prêche aussi pour l'égalité homme-femme. Et quoi de mieux que de pouvoir transmettre et faire travailler ces étudiants, ces collégiens, ces lycéens sur des notions qui nous sont très chères, comme la liberté d'expression, comme le respect de l'autre, comme le bien vivre ensemble et comme la laïcité. C'est pour nous très très important et nous comptons beaucoup sur vous les médias, la presse, pour véhiculer ces messages et expliquer le bien fondé de ce prix littéraire qui doit, dans notre esprit, être un prix Nobel pour les gens qui sont respectueux de l'humain. Voilà, alors on va parler d'une grosse manifestation qui démarre demain, qui va durer 2 jours. C'est les journées de solidarité, de cohésion sociale et d'inclusion. Alors pour ça, on reçoit Mme Faroudia, qui est directrice de l'antenne locale d'insertion du centre, et M. Didier Dali, qui est responsable des ambassadeurs de jeunesse. Alors, il faut nous dire un peu comment ça va s'organiser. Qui commence, Dali ou bien la dame? Non, madame. D'abord, les femmes. Alors, c'est parti. Bonjour, Monsieur Zandronis, bonjour aux auditeurs. Donc, effectivement, aux téléspectateurs, autant pour moi. On est plus sur RCI. Donc, aujourd'hui... Donc aujourd'hui, on est venu vous présenter effectivement cette belle manifestation des 5 et 6 décembre à l'attention de tous les professionnels, à l'attention de tout le public. Donc il y aura 2 jours bien distincts. On va vous présenter un petit peu le programme. Dans le cadre du pacte de solidarité, l'État, les fonds sociaux européens et le conseil départemental organise donc ces journées de la cohésion sociale, de la solidarité et de l'inclusion. Oui. Donc nous aurons un maillage d'intervenants, une pluralité d'intervenants pour les professionnels et pour le tout public les 5 et 6 décembre. Alors la première journée, d'après ce que j'ai compris, c'est la journée des professionnels. Tout à fait. Donc la première journée, qui est la journée du jeudi 5 décembre, est à destination des professionnels. Donc dès demain. Donc, dès demain, donc, oui. Nous avons déjà communiqué à nos partenaires sur les réseaux. Donc, la communication est en cours. Aujourd'hui, on profite aussi pour faire passer le message et inviter l'ensemble des professionnels qui œuvrent dans le domaine de la cohésion sociale, de l'insertion, de l'inclusion. Ils sont nombreux. Nous sommes nombreux sur le territoire à intervenir tous les jours pour les publics les plus éloignés. Et cette journée a vraiment 2 objectifs. Donc, il y aura un certain nombre de tables rondes avec une dominante plutôt axée sur l'illettrisme et l'électronisme. Donc, informer un maximum de professionnels sur ces thématiques. Et il y a parallèlement environ 80 ateliers où chaque acteur de terrain va présenter son offre de services. Donc, il y aura des associations, des centres de formation, des chantiers d'insertion et bon nombre de professionnels qui vont présenter donc leur offre de services. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse se connaître entre nous sur le département, s'identifier pour, bien sûr, travailler encore davantage ensemble. Alors, il y a quelques mois de juin, je crois que c'était au mois de juillet, août, je ne me souviens plus, j'avais rencontré Dali à la résidence et c'était avec les ambassadeurs de jeunesse. 13 septembre, exactement. Alors, ces ambassadeurs, que sont-ils devenus et comment vont-ils s'insérer dans ces journées? Alors déjà, ne premier temps, les ambassadeurs, ce sont des acteurs du terrain. Ils sont là pour justement faciliter l'accès aux informations, aux dispositifs qui sont mis en place par le conseil départemental, mais d'autres dispositifs aussi de partenaires. Donc ils font, comme on le dit si bien, du aller vers, mais pas seulement. Pour moi, c'est du aller vers, mais amener à. Donc c'est exactement ce qui se passe d'ici vendredi, parce que le public, il est attendu et nous nous attendons très, 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 très nombreux vendredi à justement passer ce moment avec nous, car il est histoire de solidarité, d'entraide, donc pourquoi pas venir nous voir pour pouvoir justement avoir des réponses à vos questions. Donc nos ambassadeurs sont là pour ça, pour les accompagner, les diriger. Il y a un ambassadeur là avec... Bien entendu, il est juste à côté. Oui. Ils sont là pour les diriger justement pendant cette manifestation, ces journées de solidarité. Et alors, à ce niveau aussi, je tiens à dire que beaucoup de personnes ne sont pas forcément au courant des actions qui sont mises en place, mais c'est le moment justement de prendre attache avec nos ambassadeurs pour pouvoir justement mener à bien leur envie de réussir dans la vie. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur jeunesse, je veux bien vous entendre. Comment vous allez œuvrer vendredi, quand les jeunes du RSA vont arriver? Alors déjà, bien bonjour tout le monde Guadeloupe. Bonjour Monsieur Zandronis. Mais du coup, on va faire de l'accueil. On va expliquer aux jeunes un petit peu
tout ce qu'ils pourront trouver sur ce salon, qui pourra bien sûr les aider. On aura plus de 130 offres d'emploi qui seront disponibles sur place. Il y aura un job dating le vendredi dès 9h30, je crois, jusqu'à 15h. Donc, il y aura vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'occuper des jeunes. Et avec mes confrères et ma consoeur, justement, nous allons pouvoir les diriger sur ce salon et les amener directement à différents stands qui seront plus appropriés à leurs souhaits et leurs besoins, bien sûr, qu'on aura bien sûr pris en amont. Alors, je ne sais pas qui va me répondre, est-ce que c'est Sandrine ou Dani il y a un problème de mobilité qui va se poser parce que tous les jeunes n'ont pas de véhicule, n'ont pas le moyen de transport. Comment ça s'organise? Alors, c'est une grosse manifestation qui est effectivement à destination du public de l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, nous avons prévu sur le territoire de Cap Excellence, 4 points de ramassage à 9h30. Donc, ça serait bien d'être là dès 9h et à 11h30. À Grand-Camp, face à l'antenne locale de Séontion, donc c'est à côté de la pharmacie de Grand-Camp, au boulevard, à la gare routière, excusez-moi, à la Croix. Alors, Sonis de la Croix. Voilà, Sonis de la Croix et Mémorial Acte. Donc, quel que soit l'endroit où les personnes habitent sur le territoire de Cap Excellence, nous nous sommes organisés et on remercie d'ailleurs nos partenaires Carulis pour Cap Excellence et les communautés d'agglomération qui ont joué le jeu et qui ont prévu donc des circuits pour tout Nord-Basse-Terre, Nord-Grande-Terre et Sud-Basse-Terre pour qu'un maximum de personnes... Aller-retour. Alors, 9h30, 16h. À l'Acte, Sonis, gare maritime de Bergevin, Ali Centre à Grand-Camp, c'est-à-dire près du Super U et bien entendu le collège de Grand-Camp. Et deuxième départ, 11h30. Retour, 14h et 16h. Ou 16h, voilà. Et bien entendu, il y a aussi sur la zone Basse-Terre, le départ est dès 8h au niveau de la gare maritime de Basse-Terre. La gare maritime de Basse-Terre sur le boulevard. Et qui va passer dans toutes les communes. Voilà. Alors, ça veut dire qu'un jeune qui est en situation d'insertion aujourd'hui ou qui n'a pas encore de job ou de formation, est-ce qu'il a une chance dans ce job dating de revenir avec quelque chose dans la poche, comme on dit? Alors, juste avant que tu répondes à la question, Dali, je voudrais préciser qu'on ne focalise pas sur les jeunes. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, donc on est complémentaires, c'est vraiment pour tout public, pour les demandeurs d'emploi de longue durée, pour les personnes très éloignées de l'emploi, pour les bénéficiaires du RSA et pour les jeunes. C'est absolument pas fermé et je tiens d'ailleurs à préciser que c'est un salon où on va aborder des questions d'inclusion toute la journée. Du vendredi 6, il y aura des traductions en langue des signes. Donc, c'est important que les personnes qui accompagnent des personnes malentendantes puissent faire passer le mot. Ils sont les bienvenus, on les attend nombreux parce que nous avons prévu ce dispositif. Alors, Daniel a intervenu. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que ce n'est pas basé que... Même si ce n'est pas uniquement sur les jeunes, c'est tout bénéficiaire du RSA et personne à la recherche d'un emploi. Sachant que nous sommes en partenariat avec France Travail, donc en fait, effectivement, nous parlons d'une centaine d'offres d'emploi. Et qui dit job dating dit aussi entretien, donc ça veut dire présentation. Donc il y aura aussi du relooking. Bien entendu, il y aura aussi en fait un atelier par rapport au CV. Voilà. Sans compter que, bien entendu, passer une excellente journée, ça donne faim. Il y a des food trucks qui sont là aussi, bien entendu. Donc, portés par des bénéficiaires du RSA qui sont en création d'activité. Et bien entendu, qui dit période de Noël dit cadeau. Il y a un marché de Noël aussi, un petit marché de Noël. Et pourquoi pas à la fin une petite fête, un petit son comme ça, qu'elles sont de se faire plaisir parce que nous restons des Guadeloupéens. Non, je reste dans l'accueil, je reste dans ma place d'accueil en tant que chargé de projet des ambassadeurs qui sont déjà prêts à recevoir tout le monde de façon à diriger les personnes qui vont venir et qui ne savent pas forcément où se diriger. Il faut aussi préciser que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Les navettes également. Les navettes aussi également, c'est gratuit. Aussi, parce que je sais que tu connais ce que c'est que gérer une association, il y a aussi des associations qui seront présentes parce qu'il y a aussi une demande de bénévolat. Les jours voilà, il y aura de grosses actions avec des associations qui font appel à du bénévolat et seront aussi présents pour pouvoir justement
remplir. J'ai envie de revenir quand même sur la première journée de demain avec les professionnels. Qu'est-ce qu'on attend des professionnels? On attend des professionnels qu'ils viennent, qu'ils participent, qu'ils échangent avec les autres et qu'ils se nourrissent au maximum de tous les prestataires, de tous ceux qui tiennent des stands, qu'ils puissent connaître de mieux en mieux l'offre de services de tous les partenaires pour après justement créer ce maillage, voilà, cette cohésion et qu'on puisse pouvoir se solliciter, pouvoir se connaître parce que seul, c'est toujours plus difficile d'accompagner du public en très grande difficulté. C'est important qu'on puisse connaître l'offre de service de chacun. D'accord. Et donc, le deuxième jour, ce sera le deuxième jour pratiquement pour le public. Pour le tout public. Alors, si quelqu'un qui n'est pas RSA, est-ce que cette personne peut venir? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on a bien précisé que ce n'est pas que pour les bénéficiaires du RSA. Ça peut être des personnes en chômage de longue durée, ça peut être des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont tout simplement aussi curieuses de rencontrer tous les partenaires qui œuvrent dans l'action du social, de l'insertion. Voilà. Donc, il y aura des ateliers. Si je peux reprendre rapidement un petit peu le contenu pour le tout public. Donc, des ateliers dans le domaine de la santé et du handicap, dans le domaine de l'emploi. Donc, beaucoup d'agences d'intérim seront présentes, en plus de France Travail, qui est bien identifié. Il y aura de l'offre en termes de formation. Il y aura également un stand sur la création d'activités, parce que nous savons combien nos jeunes Antillais, nos Antillais sont partants pour la création d'activités. Également des ateliers autour du numérique, où pouvoir apprendre à utiliser son portable dans les démarches du quotidien, pouvoir créer un compte CAF, un compte pour les impôts, etc. De plus en plus, tout est dématérialisé et l'électronisme, c'est un vrai frein. Des personnes qui ne peuvent pas faire leur démarche. Donc, de nombreux ateliers et également beaucoup de chantiers d'insertion et beaucoup d'associations. Donc, tout à chacun peut trouver une réponse à ses besoins. Je me tourne vers l'ambassadeur, l'un des ambassadeurs. Comment se passe le maillage dont on parle avec des jeunes qui sont, parce qu'il faut le dire, il y a des jeunes qui ne sont pas encore, entre guillemets, organisés professionnellement, qui sont là, qui ont des difficultés, qui sont quelquefois dans des addictions, on peut pointer toutes sortes. Comment ils vous reçoivent en tant qu'ambassadeur? Mais justement, les ambassadeurs qui ont été sélectionnés sont des gens qui représentent différents quartiers sur toute la Guadeloupe. Il faut bien le préciser. Ce n'est pas seulement, bien souvent, comme on dit, soit Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre. Ce sont des ambassadeurs qui ont été sélectionnés sur les 5 zones que représente la Guadeloupe. Donc, effectivement, nous avons déjà un certain rapport avec ces jeunes. Pas mal de ces jeunes nous connaissent déjà un petit peu. Donc, on a un langage, on parle un petit peu comme eux, on peut s'adapter. Ça se passe très bien parce que la plupart de nous, ça fait peut-être plus de 20 ans, sans exagérer, qu'on a traîné nous aussi dans la rue. Donc, c'est des petits qu'on a vus, c'est des plus grands aussi qu'on a vus. Donc, forcément, ces gens-là, parfois, ils viennent eux-mêmes directement vers nous et voir ce qu'on peut leur proposer. Oui, parce que c'est un vrai job, ça, Dali. Bien sûr, mais c'est en fait ce que, justement, certaines institutions trouvent difficile, là où c'est beaucoup plus facile pour un ambassadeur qui parle le même langage et qui a eu le même vécu. Donc maintenant, en fait, une fois qu'on est arrivé à cette confiance, l'accompagnement est important parce qu'il parle le même langage. Et donc, en fait, le rôle des ambassadeurs, c'est de pouvoir faire connaître justement qu'il y a des choses qui sont faites pour eux, qui ne se sentent pas forcément concernés ou n'ont pas envie, tout simplement parce que ouvrir une porte de gens qu'ils ne connaissent pas, voilà, c'est-à-dire que beaucoup de personnes aussi, certaines lacunes de jeunes ne donnent pas forcément envie. Voilà, ils n'osent pas tout simplement de peur d'être jugés. Les ambassadeurs jeunesse ne sont pas dans le jugement, ils sont dans l'accompagnement, peu importe qui vous êtes. Mais on parle de jeunes, mais on ne parle pas que de jeunes, en fait. C'est important parce que nous parlons aussi si on parle de jeunes, on parle aussi de ses parents, parce que les freins peuvent être aussi, l'origine des freins, c'est aussi les parents ou le problème des parents. Donc, en fait, nous sommes là pour accompagner toute une famille, depuis que ça commence par l'écoute de tout un chacun. Voilà. À partir de là, nous faisons les choses. C'est du cas par cas. Je tiens à signaler que c'est du cas par cas. Ce n'est pas du tout un livre avec des points précis. Non. Chaque personne est différente et donc nous essayons de faire et d'aider ce public qui a besoin de cette aide, en fait. Alors, je vais poser la question à Sandrine parce que elle était samedi et vendredi au gala du ZCL.
mais j'ai vu un défilé de mode. Oui, tout avec à fait. des personnes, qu'on m'a dit, qui étaient du bénéficiaires du RSA. Alors, ces gens-là, enfin, comment ça s'est mis en place? D'où sortent-elles? C'est la question que j'ai envie de poser. Très bien. Donc, en fait, effectivement, ça illustrait bien le travail d'accompagnement qu'on peut mettre en place au niveau des antennes locales d'insertion, des bénéficiaires du RSA qui sont convoqués par nos services avec un projet plus ou moins construit. Pour illustrer très concrètement ces 3 créatrices qui étaient présentes et qui ont pour la première fois présenté leur travail porté par des mannequins qui étaient voilà, des membres de la famille qui se sont prêtés au jeu, c'était très émouvant. Donc ce sont des personnes effectivement qui sont venues nous voir avec au départ certaines fois une demande de financement de formation en CAP couture. Donc pour 2 d'entre elles, nous les avons accompagnées dans le financement de cette formation. Après la formation, elles se sont lancées dans la création d'activités. Donc, nous avons effectivement plusieurs dispositifs au conseil départemental pour aider. Donc, pour l'une d'elles, nous avons financé une surjeteuse qui est un appareil pour affiner la couture. Je ne m'y connais pas trop, mais elle s'y connaît très bien. Ses œuvres étaient magnifiques. Et donc, votre gala a donc été l'occasion de leur proposer de présenter leur création. Elles étaient ravies. Nous aussi, parce que ça donne du sens à l'accompagnement qu'on met en place tous les jours. Et du coup, elles seront présentes elles seront présentes pour présenter d'autres choses au niveau artisanal qu'elles présentent, puisqu'il y a un marché effectivement de Noël. Donc, nous avons fait appel également aux bénéficiaires du RSA que l'on accompagne. Madame Gervais, ça a trouvé le chemin, elle est arrivée quand même. En effet. Vous venez de Bastère? Non, mais c'est vrai que la circulation à cette heure, c'est pas... C'est pas compliqué. Bon, je ne vais pas trop vous embêter. Alors, vous êtes directrice générale d'ING Confort, mais en fait, vous serez là parce qu'il y a un combat aussi qui se mène contre l'illettrisme. Alors, nous serons là pour 2 raisons. Oui. La première, c'est parce que oui, il y a un combat qui se mène contre l'illettrisme, et les derniers chiffres de l'illettrisme ont montré que c'était encore un problème très présent en Guadeloupe et que nos populations sont très touchées. Les chiffres révèlent par exemple que 16% encore de la population âgée de 18 à 64 ans est encore en situation d'illettrisme. Donc effectivement, il y a un travail à faire. Donc il y a plusieurs conférences qui auront lieu dans lesquelles on parlera de ce sujet pour évoquer les chiffres et les différents moyens en fait de les surmonter. On parlera même de la formation des formateurs en illettrisme, parce que pour que l'on puisse surmonter cette épreuve, il faut qu'il y ait des professionnels qui ont les compétences pour accompagner ces personnes-là. Donc nous serons là pour cette raison, parce que nous aussi... Vous êtes là le jeudi ou le vendredi? Eh bien en fait, les conférences auront lieu le jeudi. Le jeudi. Demain? Demain, tout à fait. Demain, entre 10h et midi, il y aura une série de conférences sur le thème de l'illettrisme. Et alors nous aussi, nous sommes engagés dans cette lutte, parce que nous sommes un centre de formation qui lutte contre l'illettrisme. Donc tous ces éléments seront débattus demain, de façon à ce que l'on puisse voir dans quelle mesure on porte une action commune et comment effectivement les croisements peuvent se faire entre les professionnels pour que l'on puisse créer encore des actions qui peuvent surmonter tout cela. Mais au-delà de cela, de l'illettrisme, nous sommes également là pour parler de ce qui a été fait par la DETS, notamment pour lever les freins des publics vulnérables. Par exemple, pour la première fois, la DETS a lancé le premier plan de professionnalisation des acteurs de l'aide alimentaire. Puisqu'on parle des personnes en situation d'illettrisme, mais il y a aussi la précarité qui fait que, en fait, l'un dans l'autre, ces personnes se retrouvent souvent avec ces 2 problématiques à soulever. Et donc, les acteurs de l'aide alimentaire seront également présents. Et il y a une conférence qui portera sur la levée des freins pour ces personnes vulnérables, donc pour permettre à la fois leur sortie de la situation de précarité, mais également leur insertion professionnelle. Et donc, tous ces éléments qui seront mis en lumière, que ce soit la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre la précarité et autres, tous ces éléments-là concourent en fait à accompagner les bénéficiaires qui seront présents et à leur donner les outils pour qu'ils puissent sortir de ces différentes situations avec ces problématiques des fois cumulées. Mais alors, que je comprenne bien, jeudi, c'est
rencontre avec les professionnels. Oui, voilà. C'est bien ça, hein? C'est ça, exactement. Et vendredi, c'est rencontre avec les BRSA. Exactement. Alors, les professionnels, disons tout public. C'est tout public. En public. fait, le premier jour, les professionnels seront présents de façon à pouvoir échanger, de pouvoir créer des démarrages, échanger entre eux. Le public est aussi invité, mais il s'agit véritablement de mettre en lumière toutes les actions, tous les dispositifs, tous les éléments qui permettent aux professionnels d'agir contre la précarité des bénéficiaires. Et le lendemain, ces mêmes professionnels se mettent à la disposition du public pour les accueillir et leur proposer directement leurs actions, leurs activités. Ça peut être de la formation, comme ça peut être toutes les activités dont vous avez déjà parlé. Oui, de la mobilisation. C'est bien de le rappeler. Tout à fait. Oui. Voilà. Mais est-ce que l'illettrisme recule un peu quand même? Alors, on ne peut pas... progresse? Eh bien, disons que c'est un problème qui est constant et qui se stabilise, on va dire, sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on doit travailler à le faire reculer. Parce qu'en fait, les chiffres n'ont pas tellement bougé, mais c'est vrai que les méthodes de calcul ont changé entre les chiffres d'il y a 10 ans et maintenant. Mais on voit bien que c'est encore un problème qui est très présent et qui touche aussi bien les jeunes que les personnes les plus âgées. C'est vrai que celles qui sont plus âgées ont plus de difficultés parce que souvent elles n'ont pas eu les moyens que l'on a aujourd'hui pour surmonter cette difficulté, mais c'est vraiment un problème poignant. Et il faut remarquer aussi que les personnes qui vivent ces situations d'illettrisme sont souvent en souffrance. Elles doivent obligatoirement se confier à quelqu'un pour faire une activité. Elles ne peuvent pas faire ce démarche toutes seules. Oui. Elles ont des difficultés à lire, écrire, comprendre, calculer, utiliser le numérique. D'ailleurs, il y aura des ateliers également qui auront lieu en parallèle avec les conférences. Notamment, il y en aura une sur le numérique à laquelle je participe, où on va mettre en lumière les éléments du numérique qui sont favorables ou défavorables à ces personnes qui sont en difficulté, qu'elles soient en situation d'illettrisme ou en situation de précarité. On mettra en lumière ces éléments pour voir de quelle façon on peut les utiliser lorsqu'elles sont utiles à ce public-là et comment on peut réduire les freins qui viennent de ces difficultés-là. Bien, alors, oui. Si je peux rajouter quelque part, c'est vrai qu'être sensibilisé sur l'illettrisme en tant que professionnel, c'est extrêmement important parce que nous recevons du public et si on n'a pas les bons indicateurs, on peut passer à côté. Quelqu'un qui ne peut pas lire le courrier et dit qu'il n'a pas ses lunettes ou bien qui a mal compris la convocation, certains professionnels pourraient réagir de façon un peu virulente alors que certaines fois, on peut passer à côté. Et certains se mettent en danger puisqu'il faut savoir que plus de 50% des personnes qui travaillent sont en situation d'illettrisme. Ça ne se voit pas puisque c'est totalement invisible. C'est surtout que ça se sait. Voilà. Maintenant, ça se sait. Ils ont encore peur de le dire, mais ça se sait. C'est souvent invisible, donc ils arrivent à s'en sortir. Mais ça peut être très dangereux pour eux et pour les autres, dans le cas où ils ne comprendraient pas une consigne, etc. Mais dans tous les métiers, il y en a. Je pose quand même la question, est-ce que les gens qui sont en situation d'illettrisme ont encore honte ou bien s'affichent ou viennent réellement en parler? Parce que on a les deux situations. Par rapport à ça, autrefois. On a les deux situations. On en a qui sont encore très embêtés par cette situation et on a tous ceux qui veulent s'en sortir. Et ceux qui veulent s'en sortir n'ont pas peur de venir. Et souvent, en fait, ce qui les pousse à venir, c'est qu'ils se disent, mais j'avais les enfants qui faisaient pour moi, maintenant que les enfants sont partis, ils ne sont plus à la maison, comment je vais me débrouiller tout seul? Oui. Et donc, ceux-là se disent, mais puisque je veux me prendre en main, me prendre en charge et que je ne peux pas faire autrement, je vais chercher de l'aide. Donc, on a ce public-là. Et puis, il y a les autres qui ont encore peur, c'est encore un tabou ici. On a des difficultés à en parler, mais toutes les personnes qui connaissent dans leur entourage une personne en situation d'illettrisme peuvent lui apporter l'information. Et ces personnes n'arrivent pas à faire leur démarche tout seuls, mais quand ils y arrivent, je peux vous garantir que ça change leur vie. D'accord. Bon, un dernier petit rappel. Oui, alors surtout pour la journée du vendredi 6, donc nous attendons toutes les personnes qui pourraient être intéressées par toutes les activités, les ateliers qui seront proposés. De petits enfants peut-être à 9h30, il y aura une conférence sur la réforme de la loi du RSA qui va s'appliquer à partir de janvier 2025 et qui peut inquiéter certaines personnes. Donc toutes les informations leur seront données et un grand coaching de groupe interactif par Steven le déclencheur, voilà, pour remobiliser tout le monde parallèlement au job dating.
Le dernier mot de Dali. Venez nombreux, hein. Nous serons là pour vous accueillir et justement vous diriger. Voilà, hein, tout simplement. C'est-à-dire que je tiens juste à dire quelque chose d'important, c'est par rapport à l'illettrisme, c'est aussi dû à ça qu'il y a un décrochage scolaire. Parce que beaucoup de jeunes aussi ils sont incompris par rapport à cette lacune et ils arrêtent l'école et ils ne sont pas forcément compris. Donc il est important qu'ils viennent nous voir et qu'on puisse aussi lever ce frein. Oui. Mais pour finir, si on pourra aussi faire les CV aussi sur place. Il y a des gens qui n'ont pas leur CV à jour. Oui. Ils pourront aussi mettre leur CV à jour avant de passer au job dating. C'est important. D'accord. Dernier mot, Madame Ojo-Velas. Dernier mot, oui. Sur place, on aura à la fois les professionnels qui connaissent ce métier, qui sont en capacité de faire des propositions concrètes. Donc, il ne faut pas hésiter à venir justement pour les rencontrer. C'est l'occasion jamais de tous les avoir sous la main et de pouvoir trouver des solutions. Bien. Le rendez-vous est pris jeudi et vendredi au World Trade Center. Vous attendez combien de personnes à peu près? Parce que je sais qu'il y a à peu près 35 000 RSA, entre autres. Oui, après, c'est vrai que dans ce chiffre, il y a les ayants droit, les enfants, les conjoints, voilà. Donc, on attend essentiellement les adultes. Oui, 5 000 personnes à peu près. Ça serait bien. En tout cas, on a mobilisé l'espace pour 80 intervenants en tout. Les 4 étages du World Trade Center sont réservés justement pour permettre à tous ces ateliers de se dérouler dans les bonnes conditions et les bus sont mis à disposition. Donc, bien. Madame Faroudia, on vous remercie. Merci. Monsieur Dali aussi, Corinne aussi, et l'ambassadeur des jeunes, de la jeunesse aussi. Pensez pour mes collègues aussi, ambassadeurs. Oui, Fosla Bayou. Voilà, 13h33, c'est la deuxième pause et on prend la dernière séquence tout à l'heure avec Olivier Marbeuf, Iman Soudan et Yasmina Arissika tout de suite. Silence, on tourne. C'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir dans l'ordre Olivier Marbeuf, qui est un artiste invité à la Biennale de Sao Paulo. Bonjour. Bonjour. Olivier Marbeuf, qu'on voit souvent en Guadeloupe, il était là pour un festival de cinéma il n'y a pas longtemps. Oui, pour Monde en Vue. Voilà, pour Monde en Vue, et il y a encore autre chose avant. Et puis Iman Soudan, Iman Louk, bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Non, mais ça dépend des jours. Ça change de look, oui, il faut surprendre les gens. Et là, c'est Iman Louk. Moi, je ne suis pas seule. Oui, et Yasmine Arissik Make-up est là aussi, bonjour. Bonjour Dani, ça va? Merci d'être là. Bien, on fait un rappel retour sur l'actu avec la conférence de Terre en Fête. On n'en avait pas parlé hier, je crois. Et c'est Nicolas Hatchi qui était en reportage. On regarde rapidement. Donc aujourd'hui, on a voulu porter l'information sur la 5e édition de Terre en Fête. C'est une manifestation qui est mise en place en collaboration avec la Chambre des métiers et bien sûr les partenaires institutionnels des collectivités, à savoir la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, la région Guadeloupe, on a la Chambre d'agriculture aussi, et bien sûr, il y a d'autres partenaires privés qui nous accompagnent. On a cette 5e édition. L'objectif pour nous, c'est véritablement mettre en avant le savoir-faire guadeloupéen à travers les artisans et à travers les agriculteurs. Événement, j'allais dire, de territoire, événement qui répond à une volonté, une philosophie économique, une volonté déjà politique, c'est vrai, parce que la région fait appel à la Chambre de métier pour pouvoir organiser des manifestations de ce type. Nous sommes en délégation de service, nous exécutons, nous avons un savoir-faire, nous rassemblons nos forces, les artisans, nous additionnons nos forces avec la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, et bien sûr les territoires, c'est-à-dire la commune, la CNGT, pardon, pour pouvoir organiser une telle manifestation. Nous sommes sous le territoire de la CNGT et que la CNGT a la compétence économique. Donc tout ce qui se passe et qui valorise, qui crée de la richesse, parce qu'en fait on l'oublie, mais une telle manifestation, certes, c'est une manifestation de fête pour les gens qui vont participer dans la joie, puisqu'on est en décembre, c'est un peu une période de fête, mais c'est de la création de richesse. Car automatiquement, les artisans qui vont venir présenter leurs produits vont vendre. Et la vente, c'est ça. On oublie quand même qu'il n'y a pas que les grosses industries qui font de la richesse. Il y a aussi les artisans, il y a les agriculteurs, il y a les services de toutes sortes. Et la communauté d'agglo, dans sa compétence économique, tient à valoriser tout ce qui se fait. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, la communauté d'agglo accompagne cette manifestation.
plus de 150 exposants pour cette édition de Terre en Fête, et où nous allons permettre à la population de pouvoir faire des achats à moindre coût, parce que c'est un séjour qui court, et nous allons permettre aussi aux agriculteurs et aux artisans de pouvoir écouler leurs produits à travers toute la logistique que nous mettons en place, toute l'animation que nous mettons en place pour qu'il y ait du public. Et c'est pour ça qu'on lance un appel à la population guadeloupéenne pour leur dire: nous vous attendons, nous sommes prêts pour vous accueillir et pour vous proposer, je dirais, des prestations de qualité. Bien, le rendez-vous est pris à Petit Canal. On est dans la période de Noël de toute qualité faite. Donc, il faut y aller. Alors, on va parler avec M. Marbeuf, puisque la fondation, je dis en brésilien, la Fondation Biennale de Sao Paulo annonce la deuxième évocation de la 36e biennale qui se tiendra en Guadeloupe. Et vous êtes invité de l'ENA Blue, c'est bien ça? Alors, l'invocation numéro 2 se tient en Guadeloupe. La biennale se tient au Brésil. Au Brésil, bien sûr. En 2025, en septembre prochain. Oui. Et les curateurs ont eu l'idée, et la bonne idée, je dirais, de faire, avant la biennale qui se passe en 2025, des moments un petit peu de visibilité, d'annonce des territoires un peu qui vont prioriser. Et la Guadeloupe est l'un d'eux. Il y avait le Maroc, il y a la Guadeloupe, il y aura Zanzibar et le Japon. Donc on est le deuxième territoire un peu à être mis en valeur, parce que beaucoup d'artistes caribéens et notamment guadeloupéens vont participer à cette biennale d'art contemporain qui est une des plus anciennes du monde. Alors comment expliquer votre présence dans cette biennale Vous allez vous dire que je suis partout. Ah oui, visiblement. En fait, là, je suis plutôt invité en tant qu'artiste et conteur, auteur. En fait, dans les invocations, c'est plutôt un petit peu l'idée du Leros ou l'idée de se retrouver un peu en lacou. Plutôt que des expositions comme il y aura au Brésil, là, ce qui est organisé comme invocation, c'est un moment de rencontre où il y a des conférences, où il y a des performances, où il y a des lectures. Et on est un peu là pour accompagner, on va dire, la partie rencontre, débat, idées qui accompagne toute biennale d'art contemporain. Parce qu'on connaît plutôt l'aspect exposition. Il y a vraiment aussi l'idée que se retrouve un peu une scène. Et notamment là, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont le Brésil a décidé de se reconnecter très fort avec la région Caraïbe. Et c'est vrai qu'on était chacun dans nos petits mondes et les connexions ne sont pas assez fortes. Et la biennale vraiment va mettre en avant sa connexion avec la Caraïbe noire. Alors, j'ai vu que vendredi, à 14h30, dans le ventre des oiseaux, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on nous a commandé donc des interventions, donc dans la journée qui va être, c'est accueilli à la fabrique donc chez l'ENA Blue, et c'est un peu aussi un peu sous le patronage de l'esprit de l'ENA et de la manière dont elle a réinvesti la question du bigidi et cette question de la chute sans chuter dans la danse. Et on a été invité à faire des propositions qui accompagnent en fait le programme de la Biennale, qui prend pour inspiration à la fois cette question du bigidi et de la résilience, mais aussi une question plus générale de la rencontre des cultures à travers l'image du delta. Rencontre des rivières, rencontre des mers. Donc moi j'ai écrit un texte original qui s'appelle Dans le ventre des oiseaux, dans la bouche des femmes sauvages, et qui réfléchit à la question de comment se constitue l'archive caribéenne et guadeloupéenne à partir de la question de l'oralité, mais aussi de ceux qu'on prend dans nos villes, dans nos sociétés, dans nos rues pour des fous ou des folles, ceux qui racontent des choses qu'on n'écoute plus. Moi je crois que en les écoutant on se rappellerait un peu de l'histoire du pays. Alors, autrefois, enfin, il y a quelques années, on parlait d'oraliture. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ce terme? Bien sûr. Alors, il y a un peu un piège dans cette question de dire qu'on est une culture orale, parce qu'on est aussi une culture écrite. Oui, vraiment, on a vraiment des pratiques d'oraliture, justement, entre les deux. Et là, moi, je pense que sur la question de l'oralité, la Biennale, comme moi, le travail que je propose, que je vais accompagner de Ado Middleton et de Guy Fromager, qui sont des musiciens, en fait, de Mille-Flé, du groupe Feu Mille-Flé, je pense que c'est plutôt le rapport entre, chez nous, les paroleurs, la pratique de la parole, plus que l'oralité, et le son et la musique. Donc c'est ce mouvement entre sens, son, musique qu'on va un peu célébrer à travers ces 3 jours de rencontre chez l'ENA Blue à la fabrique. Parce que j'aime bien une archive déparlante. Voilà. Parce qu'en Guadeloupe, on dit quand quelqu'un débloque, on dit qu'il a déparlé. Exactement. Donc c'est vraiment, prenant sur le créole, se déparler, qui est vraiment cette idée péjorative au départ de déparler, mais peut-être qu'en fait, notre histoire, quand on y revient vraiment, certains la considèrent comme un peu, pensent qu'on débloque. Mais peut-être que dans la stratégie de déparler, c'est aussi une manière de parler en bafeille et de faire passer des choses, quoi.
Bien, ben on va écouter ça. Donc, vendredi 14h30, rapidement, je dis qu'il y aura à 16h un slam de poésie avec Doris Selispka et Anaïs Vespin qu'on a reçu avant hier. Avant ça, il y aura à 12h30, à 11h30, l'impact du changement climatique. Alors, vraiment, et l'adaptation et résilience dans les Caraïbes. Ça veut dire qu'effectivement, on touche plein de sujets. Là. Bien sûr. Là, on essaie vraiment de développer ce que l'art et la culture touchent des sociétés guadeloupéens. Et c'est un peu un avant-goût de l'invitation qui nous est faite au Brésil. Ouais. Donc c'est aussi, on est un peu les ambassadeurs et je crois que c'est très important que les Guadeloupéens comprennent que là, sur la scène internationale, on est présent et on va être bien présent. Visiblement, très présent même. Alors, il ne faut pas oublier, surtout, de 10h à 13h, j'imagine, parce que je vois 10h à 23h, je n'ose pas penser ça, c'est ça. Le Bigidi d'un savoir incarné dans l'écrin du Laron, conférence et atelier de danse par Lena Blue. Donc, c'est toute la journée, pratiquement. Bah, c'est elle qui, en fait, ouvre la journée. Ouais. Après, il y a d'autres choses qui se passent. Et ça ouvre, en fait, jeudi soir. L'ouverture, c'est jeudi soir au public. C'est un peu la soirée d'ouverture et ça va jusqu'à samedi soir avec des rencontres. Et ça se termine samedi par un Les Roses. Exactement. Avec le groupe Foubap, groupe de Goka Foubap. Voilà. Ben, merci. À bientôt. Bah, je vous en prie. Oui, sûrement. Sûrement à bientôt. Oui. C'était encore ouvert dans quelques temps. Bien, il est quelle heure? 13h47. C'est l'heure de la chronique In Power de Iman Louk. Bonjour. Iman Louk, bonjour Danick. Oui. News. Aujourd'hui. Avec qui elle est? Avec Yasmina Makeup. Oui, Yasmina Makeup. Alors, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? On prend le générique quand même. On prend le générique. Le générique, c'est parti. Bien, alors, pour les fêtes de fin d'année, beaucoup de gens se concentrent sur leur tenue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Leur maquillage, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a un lien entre ce que partage souvent dans les chroniques, et notamment, justement, cette confiance en soi? C'est ça le... Oui, il y a un lien évidemment parce que le maquillage, c'est pas juste un acte de rituel beauté pour une simple démarche esthétique, on va dire, c'est vraiment un acte d'amour propre, c'est comment je peux me reconnecter à moi-même et célébrer qui je suis. Et donc ça va forcément avec le fait de plaire, mais pas que, c'est vraiment se plaire à soi en priorité qui est important parce que si je me plais, donc je vais plaire aux autres et je vais mettre en valeur qui je suis, mon unicité en fait, la façon dont je suis unique. Et on se maquille pour les fêtes? Oui, mais pas que, on se maquille tout le temps, enfin si on veut, hein, je veux dire, il n'y a aucune obligation. Mais on se maquille pour les autres ou pour soi? C'est d'abord pour soi, c'est d'abord pour soi qu'on se fait. Oui, mais belle. On les vu quand même. Oui, ben c'est une conséquence. On se maquille pas en se cachant. On regarde un miroir, on regarde qui dans le miroir, on se regarde soi, on regarde pas la personne à côté en fait. Oui. Donc déjà, mais on basiquement, est quand même, on est vu. On est vu. Oui. Bah, c'est une conséquence parce que les gens ils sont là. En fait, j'ai tendance à dire que les gens ils sont des acteurs de notre vie. C'est pas les personnages principaux. Le personnage principal c'est moi. C'est toujours moi, ce sera toujours moi. Il faut cultiver l'ego, c'est ça? Oui, mais il n'y a aucun mal à avoir de l'ego. Enfin, je veux dire, c'est même une question de bon sens aussi. C'est important. Et le maquillage d'une manière générale, parce que tu es thérapeute, c'est une thérapie aussi, le maquillage? Oui, parce qu'on va se plaire à soi, on va estimer qu'on mérite de briller, qu'on mérite d'être nous-mêmes avant tout, et quelles que soient les imperfections, c'est pas histoire de cacher, on va en parler justement avec le maquillage, les défauts, mais d'accepter complètement qui je suis dans mon entièreté, à la fois avec mes défauts physiques ou autres, et se réapproprier et révéler qui je suis en fait complètement dans ma personnalité. Donc c'est aussi peut-être affirmer des couleurs dans du maquillage, une façon, un style, on peut être un style rétro, donc c'est une façon aussi d'exprimer qui on est dans sa personnalité à travers à la fois le look mais le maquillage aussi. Oui. Et donc on a dit que c'est une sorte de thérapie, d'accord, mais alors, quand on se maquille, c'est pour se voir sur le meilleur jour ou se faire voir sur le meilleur jour?
Bon, alors, se Et faire c'est voir, toujours c'est toujours... les deux niveaux. Mais oui, parce qu'on est vu, forcément. Il faut se faire voir, mais on est... En fait, on le fait... Moi, j'ai vraiment... L'idée, pour moi, qui est essentielle, c'est de se dire que c'est pas, on fait pas ça pour les autres, mais on fait ça d'abord pour soi. Parce que je m'aime, parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, parce que j'ai envie de me sentir belle. Tous les jours, le matin, quand je me réveille, je me dis, ben, je suis extraordinaire, même sans maquillage. Oui, enfin, voilà. Je mets un petit peu de paillettes. Et les paillettes, c'est la vie. Je veux dire, c'est le must-have. On va en parler tout à l'heure, mais surtout pour les fêtes. Et c'est comment je vais illuminer ma journée avec une énergie positive, avec un mindset positif qui va me permettre de m'affirmer, d'exprimer mon envie de briller, d'exprimer ma façon de parler, d'être visible. C'est OK d'être visible et confiante, en fait. Voilà. D'accord. Parce que Yasmina, quelquefois, même passe un petit peu de... Oui, tu peux. Oui. Elle me fait découvrir le maquillage. Exactement. On va parler du tuto maquillage pour les fêtes. Donc bien sûr, pour les fêtes. Alors, c'est parti. Mais avec Yasmina. Donc, comment... Alors, paillettes, pas paillettes, soft, glamour, il y a plusieurs façons d'être maquillée pour les fêtes. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, déjà, avant tout, tu l'as dit, il faut déjà adapter en fait le maquillage à soi. Puisque une personne qui a des yeux plus gros, plus larges, plus petits, on ne va pas se maquiller de la même façon. Mais l'élément essentiel à prioriser, c'est les paillettes, c'est les fêtes. Donc, c'est le moment plus que jamais de mettre des paillettes, des pigments, voilà. Il ne faut pas hésiter. Donc, tout ce qui est irisé, on va aller dessus parce que c'est des couleurs qui font penser aux fêtes, tout simplement. Donc, plutôt des tons chauds, dorés, exactement. Le bronze, l'argenté. C'est vraiment en fonction de ce qu'on aime. Et puis aussi, pourquoi pas en fonction de la tenue, puisqu'il faut accorder le tout. Alors, est-ce qu'il y a des étapes, on va dire, incontournables dans le maquillage? Bien sûr. Alors, on l'a déjà vu. Tout d'abord, il faut prioriser la préparation de la peau, l'hydratation. C'est ce qui va permettre qu'on ait un maquillage vraiment qui tient. Voilà. Ensuite, on va préparer tout ce qui est sourcils et petit à petit, on va travailler les yeux. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, c'est un exemple de maquillage que vous pouvez faire par une make-up artiste pour les fêtes. Donc, n'hésitez pas, à PB Cosmétiques, on en propose, bien sûr. Et pour celles qui n'aiment pas forcément passer par une make-up artiste, vous avez les cours d'auto-maquillage qui permettent aussi d'apprendre chaque étape. Donc, vous avez les yeux, ensuite, on va passer au teint et on finit avec la bouche. Donc, l'idée de faire dans cet ordre, c'est pour ne pas salir le teint parce que quand on travaille les pigments sur les yeux, etc., les couleurs, ça peut tomber. Et donc, l'idée, c'est pas de revenir salir le teint par la suite. Donc, on le fait à la fin. Voilà. Et donc, l'étape très importante aussi, puisqu'on est censé bouger, je ne sais pas si on va dîner en famille ou si c'est pour aller en soirée. Mais l'idée, c'est de fixer le make-up, puisque chez nous, il fait plutôt chaud, plutôt humide. Ouais. Donc, la fixation du make-up, c'est très important. Je pose toujours quand même des questions un peu comme ça. Aujourd'hui, le maquillage adapté aux peaux noires, c'est vraiment entrer dans les mœurs? Alors, qu'est-ce que vous entendez par adapté aux peaux noires? Parce qu'au départ, le maquillage qu'on connaissait, c'était un maquillage occidental fait pour les peaux qui ne sont pas nécessairement noires. C'est ça. Un peu comme pour les produits pour les cheveux, c'est pareil. C'est vrai. Oui, là, c'est totalement dans les mœurs. Et puis, on sait ce qui nous va, on sait ce qui est bien pour nous. Donc, on sait aussi... on a la chance qu'à peu près toutes les couleurs nous aillent. Voilà. Ah bon? Les peaux noires, oui, exceptionnelles. Ouais. Donc, du coup, pourquoi se limiter, en fait? D'accord. Donc, en fonction des envies, mais comme elle l'a dit, Iman, le doré, l'argenté, c'est ce qu'on trouve le plus pendant les fêtes. Et puis, on trouve aussi des chromés, puisqu'on a des dérivés de pigmentation qui permettent d'avoir des couleurs un peu plus larges. Voilà. Et c'est vrai que quand même qu'on est maquillé, ça change l'état d'esprit, comme on dit, le mindset, le fait d'être maquillé. Complètement. Cette prise de confiance qu'on a instantanément parce qu'on se trouve jolie. Oui. Tout simplement. Donc oui, ça a totalement un impact sur notre mindset. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle, je pose la question, l'automaquillage? Alors le cours d'automaquillage, c'est un cours où on apprend à se maquiller soi-même, en fait, tout simplement. On ne veut pas passer par une professionnelle le jour J ou par manque de temps, par manque de moyens, enfin peu importe la raison. Et on peut prendre un cours d'automaquillage pour apprendre à se sublimer pour le jour J. Bien. La conclusion, c'est Iman. Oui, on parlait, alors on a souvent cette conversation rouge
rouge ou pas rouge pour les fêtes. Nude, bon, moi je suis team rouge, mais bon, après... Il y a du noir aussi. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a tout... Enfin voilà, mais moi j'aime beaucoup le rouge. Le rouge est mieux. Le rouge, moi je le trouve plus glamour, moi c'est pour moi, mais après, est-ce que tu as des conseils à donner éventuellement aux personnes qui nous suivent? Alors, le gros conseil que je peux donner, c'est pour éviter quelque chose de too much. Après, ça dépend de ce qu'on aime. Il n'y a pas de jugement. Mais si on veut quelque chose de pas trop, mais qui reste convenable, c'est soit on met l'accent sur les yeux, soit on met l'accent sur la bouche. On essaie d'éviter les deux. C'est pas carnaval. Pour les hommes, il n'y a pas les yeux quand même. Rassure-moi. Il y a des hommes qui se maquillent maintenant. Il y a des hommes qui des hommes qui m'aiment. Mais bien sûr que oui. Qui mettent des faux cils. Oui, de l'highlighter. Tout comme nous. D'accord. Bon. C'est pour tout c'est un état d'esprit, voilà, c'est un état d'esprit de se mettre sous son meilleur jour et de voir, de se célébrer comme on est. Voilà, c'est la conclusion de la chronique, c'est vraiment de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on peut avoir des outils qui vont nous sublimer, mais c'est vraiment, ça part de soi d'abord, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Samedi, c'est mon anniversaire, je peux venir chez vous. Exactement, voilà. Un petit peu plus. Exactement, soin du visage. Soin du visage pour les hommes, on en parlera sûrement. Oui, bien sûr. Olivier, il faudra que tu fasses une connexion sur un jour. Comment? Il faudra qu'un jour tu parles de ça. Tu sais, dans l'Égypte ancienne, les hommes portaient des caules bien avant les femmes. Le maquillage, c'est d'abord un acte des hommes. Dans la société africaine aussi. Oui. Ça n'a pas été. Donc il n'y a pas de souci, on peut remettre ça au goût du jour. Oui, voilà, c'est bien sûr le conseil. Ok, là, il va nous sortir un texte de ces jours sur du maquillage depuis l'Égypte jusqu'à la société d'aujourd'hui. Je veux bien y participer. Tout ce qui concerne l'Égypte, oui, moi j'adore. D'accord, tout en Cameroun. Bien, merci mesdames. Merci. Je reviens très rapidement à l'actualité. Je pense qu'on a encore un sujet sur l'inauguration de la base nautique de Petit-Bourg. J'ai vu que M. Losbar était sur place. Il y a une base nautique qui existait déjà à Basse-Terre, celle de Petit-Bourg. C'est parti rapidement. C'est une très grande satisfaction que nous puissions inaugurer cette base nautique aujourd'hui à Petit-Bourg. Il y a quelques mois, nous avons inauguré la base nautique de Sainte-Rose. Nous avons également pu inaugurer la maison des pêcheurs à Déhé. Et vendredi, on va inaugurer le village des artisans également à Déhé. Quand je donne ces informations, c'est pour bien montrer cette cohérence et cette volonté que nous puissions nous approprier le littoral et que cela puisse être une source de développement et d'activité pour l'ensemble des habitants. Il s'agit pour nous vraiment de permettre à la population de Petit-Bourg, mais aussi à la population de la Guadeloupe, de se familiariser aux activités nautiques, d'apprendre à être des usagers de la mer. Et ainsi, nous avons un équipement qui est animé aujourd'hui par des jeunes de Petit-Bourg. C'est un équipement qui rentre droit dans une logique que nous avons mise en œuvre depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire ouvrir le territoire de la ville de Petit-Bourg sur sa façade maritime, faire de sorte que la mer soit un espace dédié au développement économique, dédié aux activités nautiques, dédié aux loisirs, dédié au sport. La mer, je reste convaincu, c'est l'élément où il y a le plus de potentiel possible, puisqu'il faut rappeler que nous, on a toujours donné dos à la mer, puisque la mer représentait le danger, alors qu'aujourd'hui, il faut s'approprier la mer, toutes les activités nautiques, et c'est un lieu de création d'emplois inimaginable. Et c'est en ce sens que moi, en tant que président du département, on va mettre une sorte de dynamique sur les 21 ports pour que cela puisse être source de développement. Voilà, c'est une réconciliation avec la mer, parce qu'autrefois, on était amer par rapport à la mer. Mais oui, on nous a transportés dans des bateaux. Enfin bref, je n'insiste pas, et c'est vrai. Maintenant, on n'est plus amer par rapport à la mer, il faut le dire. Tu es d'accord? Bon, ok, bien. Alors, on a pratiquement terminé les 14 heures. Je rappelle qu'on a reçu Diolo pour sa chronique en début du ZCL. Ensuite, on a reçu Madame Catherine Douville, qui est une canadienne, qui est venue ici proposer un certain nombre de formations à des jeunes Guadeloupéens qui seront intéressés. À
une condition, c'est qu'il y a ouvert. Hein. Pas question qu'il reste au Canada, on a besoin de nos cerveaux ici. Andrine Faoudja, Didier Dali, Corinne Gervelas et aussi un ambassadeur sont venus présenter cette grosse manifestation qui démarre demain. Ça s'appelle la solidarité, cohésion sociale et inclusion. Ça s'adresse à tous les publics, aux gens qui sont dans la précarité, aux gens qui ont des difficultés de lecture, ce qu'on appelle l'illettrisme et l'électronisme, mais aussi aux gens qui sont au RSA. Je rappelle qu'il y a quand même 37 800 personnes qui sont bénéficiaires du RSA, et donc tous ces gens-là sont convoqués, entre guillemets, invités à être là, pas demain c'est les professionnels, mais vendredi, une grande manifestation pour permettre, ils ont un job dating, permettre à des jeunes ou des moins jeunes de trouver un emploi. Et puis Olivier Marbeuf est venu nous parler de la Biennale de Sao Paulo et son intervention dans le ventre des oiseaux et les femmes sauvages. C'est vendredi 6 à partir de 13h, si je me trompe pas. 14h30, pardon. Dans le ventre des oiseaux et dans la bouche des femmes sauvages. Les femmes sauvages. Bon. Il y a des femmes sauvages toujours. Vous allez venir pour le voir. Il faudra venir pour voir ça. Et puis avec Iman Look et Yasmina Makeup, on a parlé du maquillage en période de fête. Et alors on ne se maquille pas pour les autres, mais d'abord pour soi. Bien, l'actu, c'était le dernier conseil municipal de la ville des Abîmes. Solène Fèvre était sur place. La conférence de terre, en fait, Nicolas Hatchier, l'inauguration de la base nautique de Petit Bourg. Et on a parlé aussi de FEDCAN qui s'est fait semaine dernière en France. Et au moment où je vous parle, je ne sais pas si Michel Barnier est toujours Premier ministre en France, puisque je vous l'ai dit, le gouvernement devait être renversé par une motion de censure qui devait être votée face à son 49-3. Eh ben, Barnier a vécu probablement ses dernières secondes, une dernière minute au gouvernement français. Et demain, la question qui se pose, et après, qu'est-ce qui va se passer? Demain, on vous dira ça. Nous serons avec vous à partir de 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan, avec un back-office Malia, je crois, c'est ça, et Stéphane. À demain, à la même heure. Merci, mesdames. Merci, Olivier. À bientôt.